Alors, le cadastre. Donc, il faut savoir que c'est un document administratif. Il n'a pas de vocation fiscale. Il recense et identifie les propriétés foncières afin de permettre le calcul des impôts locaux. Le cadastre ne constitue pas un titre de propriété. Comment y accéder? Vous allez sur le site cadastre.gouv.fr. Vous allez pouvoir renseigner l'adresse du bien ou la référence cadastrale de la parcelle, si vous la connaissez, afin de tomber donc sur la zone qui vous intéresse et de connaître notamment la surface du terrain en question, les différentes parcelles qui s'y rattacheraient et éventuellement les notifications afin de savoir dans quelle zone vous vous trouvez. Donc, la parcelle, section cadastrale. Il faut savoir que la section cadastrale est une unité de découpage cadastral. Le préfixe de section cadastrale permet, lui, d'identifier de manière unique des parcelles. Comment lire la référence cadastrale? Il faut savoir que la référence cadastrale d'un terrain est composée de la référence alphabétique de la section, suivie du numéro de parcelle. Comment savoir qui est propriétaire d'une parcelle? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez identifier les coordonnées cadastrales et vous adresser au service de publicité foncière ou en mairie, afin d'obtenir le nom du propriétaire. Ou alors, peut-être parfois le plus simple, s'adresser au voisinage lors de vos prospections terrain intensives. Les zones cadastrales. Alors, les zones urbaines, dites zones U. Ce sont des zones déjà urbanisées ou des zones où les équipements publics sont existants ou en cours de réalisation, qui vont s'appeler donc zones UA, UB, UC, par exemple. Les zones A urbanisées, dites zones AU. Zones à urbaniser, donc ce sont les secteurs à caractère naturel de la commune, mais qui sont destinés à être ouverts à l'urbanisation. Ensuite, vous avez les zones non constructibles. Il y a dans ces zones non constructibles les zones agricoles, dites zones A, connues anciennement comme les zones NC, donc tout simplement non constructibles, du POS, ancien POS. Les zones naturelles et forestières, dites zones N, ancienne zone ND du POS. Les terrains situés à moins de 100 mètres du littoral doivent être classés en zone A ou N. À savoir quand même, ce n'est pas parce qu'on appelle ces zones comme des zones non constructibles qu'on ne peut rien en faire. À titre d'exemple, vous prenez un mandat d'une maison ou d'un terrain, ou de la maison en l'occurrence serait bâtie en zone A, ou un terrain tout simplement sans bâti dessus en zone A, alors il y aura des possibilités de construction si la personne qui se porte acquéreur est par exemple exploitant agricole. Alors il pourra construire de par son métier qui est destiné à une exploitation agricole. Donc il ne faut pas forcément être ferme quand vous voyez que nous sommes en zone agricole. Tout n'est pas perdu. Les règles d'urbanisme. Alors, il y avait, vous en avez je pense tous entendu parler, certains clients emploient encore ce terme qui est obsolète. Ceci dit, il est ancré dans les mentalités, donc nous l'appelions le COS. C'était donc le coefficient d'occupation des sols. Depuis le 24 mars 2014, le COS n'est plus opposable aux demandes de permis de construire ou de déclaration préalable. Le COS est abandonné au profit d'autres règles, telles que l'emprise au sol, la hauteur maximum des bâtiments ou encore l'implantation de construction par rapport aux limites séparatives ou au domaine public, qui finalement sont déterminées et définies dans le PLU, plan local d'urbanisme, que nous verrons après. Ensuite, il y avait le POS, plan d'occupation des sols. La loi ALUR y a mis fin, pour encourager les collectivités à se doter d'un plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Donc, le PLU. L'abandon du COS permet dès aujourd'hui d'augmenter la surface habitable de nombreuses unités foncières
en autorisant l'élévation des bâtiments, puisque le coefficient d'emprise au sol reste en vigueur. Le moyen le plus courant de gagner de la surface habitable reste la construction d'étages supplémentaires ou, dans certaines conditions, de diviser son terrain. Donc, le PLU est davantage favorable à ce que permettait l'ancien COS ou le POS. Comment connaître le PLU? Alors, tout simplement, vous allez sur le site géoportail-du6 urbanisme.gouv.fr et vous allez pouvoir télécharger le PLU qui vous intéresse. Le PLU va vous permettre de connaître les possibilités de construction, d'extension et aussi savoir si le terrain est piscinable. Attention, certains de vos clients, quand vous rentrez un mandat, notamment d'une maison, qui n'auraient pas de piscine, vous allez leur demander si le terrain est piscinable. Certains vont vous répondre « Oui, mon voisin a fait une piscine, mon terrain est piscinable ». Ne prenez pas ça pour argent comptant. Allez vérifier si la zone où se trouve ce terrain, et donc cette maison, est bien considérée dans le PLU comme étant un terrain piscinable. Le PLU va également vous permettre de connaître l'emprise au sol permise. Donc, il y a une question d'emprise au sol que nous verrons après. Il y a aussi la hauteur d'une construction, puisque plus on va monter d'étages, plus on va gagner en surface habitable. Et il va également définir les limites de propriété et les distances entre les constructions prévues, avec donc voisins, clôtures, les chemins, chemins privés, routes. Savoir si, par exemple, la mairie a mis une servitude de passage sur des trottoirs, voilà. Parce que parfois, vous allez rentrer un mandat sur un terrain, par exemple, et la conception même de ce terrain, sa disposition, même si le PLU et la zone, en tout cas la zone, vous déterminent que ce terrain est constructible, ensuite va se poser la question de oui, il est constructible, mais quelle est la faisabilité? Si par exemple, en effet, on est bien dans une zone où nous pouvons tout à fait construire, mais si le PLU nous impose des distances entre les constructions, qu'il y a des limites séparatives imposées de distance, et que la conception ou la forme même du terrain, ou d'un terrain très en restante par exemple, voilà, peut ne pas vous permettre, en tout cas, de construire tout ce que le PLU vous autorisera à construire. Donc il se peut que par des contraintes techniques, peut-être que le PLU en question permettait une construction de 150 mètres carrés d'emprise au sol. Or, les limites avec les voisins, les clôtures par exemple, ou un chemin, un accès, une route, ou des servitudes, vont faire que finalement, vous allez devoir restreindre la possibilité de construction en termes d'emprise au sol. Donc il faut bien être vigilant sur tous ces aspects-là. Qu'est-ce que l'emprise au sol? Alors, l'emprise au sol, c'est une projection verticale du volume d'une construction. Pour faire plus simple, c'est en fait la surface qu'occupe l'habitation, la construction, sur le terrain au sol. D'accord? Donc, on ne va pas prendre en compte les hauteurs, s'il y a un étage, 2 étages, voilà, on ne prend pas ça en compte. Uniquement l'emprise sur le sol qu'occuperait la construction sur le terrain. C'est une surface administrative qui est à calculer lorsque on va demander un permis de construire ou alors une déclaration préalable de travaux. En l'occurrence, on se contentera d'une déclaration préalable de travaux qui, vous le verrez, il y a beaucoup moins de formalisme avec une DP, mais uniquement si la demande de construction est inférieure à 20 mètres carrés. Si on dépasse les 20 mètres carrés d'emprise au sol, alors il faudra passer par le permis de construire. Avec des délais, vous verrez, qui sont plus longs et c'est un peu plus laborieux, on va dire. À savoir, quand vous voulez réaliser des travaux de construction ou de rénovation, bref, si la surface d'emprise au sol totale est supérieure à 150 mètres carrés,
alors le recours à un architecte sera exigé. Quand je dis architecte, c'est un architecte DPLG et non pas un simple architecte d'intérieur, par exemple. D'accord? Donc, inférieur à 150 mètres carrés, j'achète un terrain, je décide de construire ma maison, l'emprise au sol est de 120 mètres carrés, je m'y connais un petit peu, j'ai envie de faire moi-même mes plans, je ne suis pas obligée de passer par un architecte DPLG. Je peux tout à fait, moi, constituer mon dossier, faire mes CERFA, déposer tout ça à l'urbanisme en vue de déposer mon permis de construire, du coup, pour obtenir, je l'espère, l'accord de construire. Au-delà de 150 mètres carrés, architecte DPLG exigé. Comment calculer cette emprise au sol? Alors, la surface d'emprise au sol, c'est l'aire de la construction exprimée en mètres carrés, longueur fois largeur, à partir des murs extérieurs, et non pas des murs intérieurs. Donc, vous savez, quand on construit une maison, en général, on utilise des agglos ou des briquettes à l'ancienne. Donc, on va prendre en compte l'épaisseur des murs. D'accord? On inclut, pour calculer l'emprise au sol, donc ça va compter dans l'emprise au sol autorisée, les terrasses qui seraient surélevées de 60 cm. Donc, si mon terrain est un petit peu en restant, qu'un petit peu en pente, et que pour mon confort, je fais une terrasse surélevée par rapport à mon terrain, ma terrasse va être prise en compte dans l'emprise au sol. Donc, ça va me diminuer potentiellement ma possibilité de construction sur ma partie réellement habitable. Les abris de jardin, les garages, les abris voitures, les hangars, les serres et les piscines. À exclure du calcul, les terrasses qui seraient pour le coup à même le sol, les allées, portails, clôtures, ça n'entre pas en compte dans la possibilité de construction en rapport à l'emprise au sol. Emprise au sol. La surface de plancher, donc là c'est différent. Donc la surface de plancher, c'est la superficie de la maison couverte, mais cette fois-ci, on ne considère pas l'épaisseur des murs et on ne considère pas tous les niveaux qu'aurait la construction. Ne prend pas en compte les extensions ouvertes, comme les pergolas, les préaux ou les abris de voiture. La surface de plancher s'obtient après déduction des surfaces suivantes. Les vides et trémies, qui correspondent aux escaliers, ascenseurs, les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m, donc ne seraient pas prises en compte dans le calcul de la surface de plancher. Surface de plancher aménagée pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre. Surface de plancher des combles non aménageables, donc attention, si les combles sont aménageables, elles rentrent en compte dans la surface de plancher, pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Maintenant, on va rentrer dans les parties un peu plus techniques, notamment de la déclaration préalable, donc des formalités qu'il faut faire quand on veut faire des modifications sur de l'existant ou pour une construction. Donc, qu'est-ce qu'une DP? C'est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux qui seraient non soumis à permis de construire. Souvent obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, je vous le rappelle, inférieur à 20 mètres carrés, des travaux modifiant l'aspect extérieur pour des constructions nouvelles. Par exemple, je fais une rénovation sur une maison et je décide d'agrandir toutes mes ouvertures pour avoir de plus grandes fenêtres et faire rentrer la lumière, faire de grandes baies vitrées. Alors, je viens modifier l'aspect extérieur. Pour un changement de destination d'un bâtiment, exemple, j'ai un garage, j'ai envie de faire un studio pour accueillir de la famille par exemple. Alors, logiquement, légalement, je suis censée faire une déclaration préalable pour avertir le service de l'urbanisme et demander l'accord pour changer de destination ce garage et le passer en habitation. L'ADP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. Ensuite, vous avez un lien, donc je vous invite à aller voir, c'est très bien fait, donc sur le site du service public. Vous tapez tout simplement déclaration préalable, même sur Google, service public, déclaration préalable, et vous allez pouvoir avoir accès à tout le détail pour savoir dans quel cas il est nécessaire de faire une DP. Concernant les délais, donc d'abord, il y a un délai d'instruction d'1 mois.
C'est-à-dire que le jour où je vais aller déposer mes pièces à l'urbanisme, à savoir qu'ils sont en train de digitaliser tout ça et que, en tout cas sur Marseille, et je pense que sur Aix ça va arriver, il y a la possibilité de faire les démarches maintenant, les dépôts en ligne. Donc ça, c'est une révolution et ça va être plutôt intéressant. Mais à savoir que le délai d'instruction est d'1 mois. Donc le jour où je vais déposer mon dossier d'urbanisme ou l'envoyer via le site en question pour faire les demandes, ils ont 1 mois pour se manifester. Si dans les 1 mois, on me demande des pièces complémentaires, parce que je n'aurais pas fourni assez d'éléments, alors le délai repart à la date du dépôt des pièces. Donc potentiellement, le délai d'instruction est d'1 mois, mais il peut tout à fait être d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, si tous les 10 jours, on me demande des pièces complémentaires, puisque le délai repart. Ensuite, il y a le recours des tiers, donc qui est de 2 mois. À savoir, quand il y a eu mon dépôt d'instruction, admettons j'ai eu l'accord, je peux avoir l'accord au bout de 2 semaines. Hein. Le délai est d'1 mois, mais il se peut que si le service d'urbanisme est réactif, au bout de 2 semaines, j'ai ma réponse, j'ai mon accord, j'affiche mon panneau, qui n'est pas un panneau d'affichage pour un permis de construire, mais pour une déclaration préalable. C'est le même genre de panneau à afficher. Au moment où j'affiche mon panneau, alors, il y a un recours des tiers qui commence à courir de 2 mois. Ce panneau doit être visible de la voie publique, c'est-à-dire qu'il se peut que j'ai à mettre plusieurs panneaux. Un panneau dans mon chemin privé, mais qui n'est pas visible de la voie publique, et un panneau à l'entrée du chemin privé visible de la voie publique. Donc il se peut que j'ai à poser 2 panneaux par exemple. Il est fortement recommandé, mais non obligatoire, de faire constater ce dépôt de panneau par un constat d'huissier, à savoir que le coût d'un passage d'huissier est d'environ 150 € pour un passage. À savoir qu'une déclaration préalable a une validité de 3 ans. C'est-à-dire que si je ne fais pas mes travaux dans les 3 ans, alors je recommence. Pour le permis de construire. Donc il constitue une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 mètres carrés, de surface plancher ou d'emprise au sol. Les travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent aussi être soumis à permis. Donc, pas uniquement une DP dans certains cas. Pour voir les subtilités et les différents cas, il y a trop d'éléments et de subtilités. Donc là, je vous invite vraiment à aller sur le site service public et vous tapez déclaration préalable et ensuite vous faites la même chose, permis de construire. Et vous allez voir tous les cas de figure qui nécessitent soit une DP, soit un PC. Et enfin, évidemment, soumis à permis de construire, tous les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration préalable de travaux, donc DP. Les délais d'instruction. Donc, 2 mois pour un permis contre 1 mois pour une DP. Ils peuvent s'étendre à 3 mois, les délais d'instruction, si c'est une construction particulière ou par exemple des lotissements, des bâtisseurs, etc. Ça peut être plus long. Évidemment, si on demande des pièces complémentaires parce qu'il manque des éléments ou parce qu'il faut justifier de certaines choses, alors le délai repart à la date du dépôt des pièces complémentaires demandées. Donc ce délai peut vraiment être beaucoup plus long dans les faits. Le recours des tiers est de 2 mois. Après l'affichage du panneau, avec donc les indications et le numéro de permis de construire, qui doit être pareil, visible, de la voie publique. Donc si nécessaire, j'en affiche 2 ou 3. Pour le coup, le constat d'huissier est encore plus recommandé pour un permis de construire que pour une DP. Et au moins 2 passages d'huissier, c'est plutôt recommandé. Donc le coût serait plutôt de 300 € contre 150 € pour une DP. La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Alors, elle doit être adressée à la mairie pour signaler la fin des travaux. Elle est obligatoire et consécutive à un permis de construire, un permis d'aménager ou à une DP. Délai, 3 mois à partir de la date
de réception de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux pour contester la conformité des travaux si nécessaire. D'accord? Donc en règle générale, quand vous ou votre client, vous avez achevé des travaux, vous allez devoir remplir ce formulaire, cette déclaration, attester ce que vous avez fait, éventuellement demander un passage aussi de quelqu'un relevant de l'urbanisme afin d'attester la conformité, de voir si ce que vous avez fait, c'est bien conforme à votre demande. Il se peut que vous ayez un refus de conformité. Voilà, c'est possible si les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ça peut toujours être régularisable dans le temps. Plus tard, a posteriori, 3 ans, 10 ans après, d'un coup, voilà, on souhaite vendre son bien. Il y a des solutions pour mettre en conformité ou éventuellement attendre aussi une évolution du PLU, de ce que permettrait le nouveau PLU en vigueur, pourquoi pas. Les infractions aux règles d'urbanisme. Donc, il y a un délai de prescription. C'est le temps au-delà duquel l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi. La majeure partie des infractions aux règles d'urbanisme sont des délits qui engagent, dans un premier temps, la responsabilité pénale. Les infractions sont notamment constituées par la réalisation de travaux sans autorisation, carrément là, moi j'ai tout fait sans autorisation, pourquoi pas, ou alors qui seraient non conformes à l'autorisation obtenue. Donc, premier cas, j'ai fait des travaux, j'ai rien demandé à personne. Deuxième cas, j'ai déposé une DP ou un permis de construire, mais j'ai voulu arranger un petit peu tout ça à ma manière, j'ai pas la conformité. Donc, ça peut potentiellement constituer des infractions. À savoir que la prescription pénale s'éteint au bout de 6 ans, à compter de l'achèvement des travaux. D'où l'importance de bien déclarer l'achèvement des travaux. Quand on avait déjà déclaré quelque chose, c'est sûr. Si on n'avait rien déclaré, on peut difficilement déclarer un achèvement de travaux puisqu'on n'avait pas déclaré qu'on faisait quoi que ce soit. Donc la responsabilité pénale, c'est 6 ans. Et la responsabilité civile, elle, a un délai de prescription de 10 ans, à compter de l'achèvement des travaux. Et il faut quand même savoir et avoir conscience, même si, notamment dans le Sud, c'est un sport national de faire les choses un petit peu de manière border, mais il est possible de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de la construction ou des dits travaux. C'est possible, ça peut arriver. Alors, les possibilités de régularisation et de sanction. Alors, sans régularisation, les propriétaires, en effet, peuvent s'exposer à une amende comprise entre 1 200 à 6 000 € par mètre carré non déclaré. La démarche pour une régularisation n'effacera pas l'infraction. D'accord? Donc, je veux mettre en conformité, régulariser ma situation des années plus tard, donc preuve de, quelque part, de bonne conduite, on va dire, après coup, ça n'efface pas l'infraction qui a quand même été commise. Mais ça va vous dispenser de peine, autre par contre que la majoration de la taxe d'aménagement, qui peut être majorée de 80%, et potentiellement un rattrapage des impôts locaux, donc la taxe foncière et la taxe d'habitation. La régularisation pourra intervenir à condition bien sûr que les travaux réalisés sans autorisation soient devenus conformes au code de l'urbanisme, au PLU en vigueur. Si ce n'est pas le cas, le juge pourra prononcer des mesures de mise en conformité de la construction, donc faire des travaux d'amélioration a posteriori pour rentrer dans la conformité et dans ce que le PLU autorise, ou alors demander la démolition, comme le prévoit l'article L480-4 du Code de l'urbanisme. Pour la vente, 2 possibilités s'offrent aux vendeurs, à votre vendeur, à vos clients. Faire une demande d'autorisation d'urbanisme a posteriori à la mairie et inscrire son obtention en conditions suspensives pour rassurer éventuellement les acquéreurs, de dire voilà, monsieur, madame, vous vous portez acquéreur, 6 mois, vendeur, j'obtiens en fait la conformité de ce que j'ai fait. Et je n'avais rien déclaré, donc là maintenant je veux me mettre dans les clous. Mais il y a donc le risque que cette régularisation et cette conformité ne me soient pas remises, ne me soient pas délivrées, et donc que le compromis soit caduc parce qu'il était inscrit comme condition suspensive, ce qui va donc donner la possibilité aux acquéreurs de sortir de leur engagement, de ne pas acheter le bien, puisqu'il n'y a pas la conformité qui était chère à leurs yeux.
Mais il y a aussi la possibilité que les acquéreurs acceptent et en fassent leur affaire, tout simplement. Donc en connaissance de cause, ils en font leur affaire personnelle. À ce moment-là, il faut le stipuler clairement au terme du compromis de vente. À savoir, en cas d'absence de déclaration préalable ou de permis de construire, et donc qui en découle un certificat de conformité, si les modifications ont plus de 10 ans, il n'y a aucun risque encouru par les acquéreurs, tout simplement parce qu'on a parlé de la prescription qui est de 10 ans. Donc, passé 10 ans, quelque part, donc vous prenez en mandat une maison dont les travaux ont été faits dans les années 90, la piscine, le pool house, une véranda, une extension, etc. En 90, c'était il y a plus de 30 ans, on peut complètement rassurer les acquéreurs et leur dire « vous n'encourez aucune sanction, aucun risque. On ne pourra pas vous demander de démolir, de mettre en conformité, de payer des amendes. Rassurez-vous. » En revanche, si ces travaux ont moins de 10 ans, alors en effet, on encourt des sanctions administratives, en tout cas les acquéreurs du coup, et potentiellement la responsabilité pénale si jamais ça fait moins de 6 ans que ces travaux ont eu lieu. Ok, donc pénal 6 ans, civil 10 ans. Et on encourt quoi? Un recalcul de la taxe foncière pour régularisation sur 4 ans maximum. Mais en fait, ce qui fait le plus peur aux acquéreurs, dans le cas où ils vont acheter un bien pour lequel il y aurait eu des travaux, pour lesquels d'ailleurs ils sont en général très contents, puisque ça a permis une piscine peut-être sans autorisation, une extension, donc ils gagnent en surface habitable, donc sur les faits ils sont contents. Mais ce qui leur fait peur et ce que, en général, risque de mettre la puce à l'oreille, et les notaires insistent énormément dessus, donc c'est à vous en amont de bien briefer vos clients, de leur expliquer les risques encourus, ou au contraire, ce qu'ils ne risquent pas, en l'occurrence plus de 10 ans, aucun risque de sanction pénale ou civile, administrative. En revanche, et ça, il n'y a pas de délai de prescription, s'il y a une catastrophe naturelle, un incendie, des inondations, alors ils ne pourront pas reconstruire tel qu'ils ont acheté le bien. Ils devront se coller au permis de construire initial. Donc, potentiellement, ils vont perdre la possibilité de faire une piscine, la possibilité de reconstruire avec ces 50 mètres carrés supplémentaires qui avaient été ajoutés sans conformité, sans autorisation. Donc, c'est le risque. Bien entendu, il faut les rassurer quand même en leur disant, écoutez, entre-temps, le PLU a évolué, sachez qu'il est plus en votre faveur, le terrain est devenu piscinable, donc en effet, ils avaient fait la piscine à l'époque, le terrain n'était pas piscinable, il se trouve que le terrain est devenu piscinable, demain il se passe quoi que ce soit, rassurez-vous, vous serez indemnisé par votre assurance habitation en l'occurrence, pour la catastrophe qui a eu lieu, et vous pourrez refaire une piscine puisque le terrain est devenu piscinable. Donc à vous quand même d'aller creuser pour savoir s'il y a des possibilités de rassurer vos clients pour que ce ne soit pas un frein éventuellement pour se positionner pour l'achat, ou au contraire, que ça leur donne peut-être une aisance sur la négociation et qu'ils se sentent en position de force.